Bonjour tout le monde, la tartufferie syrienne continue, mais on est habitué là depuis 2011. On est habitué à cette tartufferie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? On est le 6 mars, le 5 mars. Glanglan, on va l'appeler comme ça dorénavant. Glanglan est allé, cette fois il n'est pas allé côté ouest, Glanglan il est parti à l'est. Il est parti voir son pote Poutine. Alors Poutine, comment dire ça? On va prendre le temps aujourd'hui. Vous avez deux cartes ici. La carte à droite, c'était les gains territoriaux au 29. 29. J'arrive même plus à voir la carte. En tout cas, celle de gauche, elle est en date du 5 mars. Vous pouvez voir les territoires repris, récupérés, reperdus, récupérés, en vert notamment, hein, vers Sarakeb. Et dans le sud, parce qu'on n'en parle pas, mais l'objectif de ces derniers jours, c'était de fixer les forces turques sur Sarakeb, pendant que dans le sud, le troisième axe remonte. Il y a trois axes. Vous avez un axe qui part d'Alep et qui va vers l'ouest et qui redescend. Vous avez un axe central qui va vers Idlib et vous avez un axe sud. Voilà. Et ça avance doucement et ça l'amélise parce que j'ai cru comprendre que certains pensaient que l'armée syrienne allait couper le canton d'Afrin d'Idlib. Non, non, c'est une mauvaise idée parce que tu serais sur trois fronts à ce moment-là. Il faut l'améliser. Il faut avancer doucement en l'amélisant. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis des mois, je vais te faire un résumé rapide, depuis des mois, les Syriens essayent de récupérer leur territoire, à savoir la province d'Idlib. Depuis maintenant plus d'un an et demi, il y avait des accords sous l'égide de la Russie avec la Turquie pour que les Turcs chassent HTC des armes, en tout cas enlèvent les armes lourdes des rebelles qui restent, libèrent ou laissent la circulation sur les deux autoroutes M4, M5, autoroute M5 qui, là, lorsque tu vois les cartes, est totalement libérée. L'importance d'une autoroute, l'importance d'une voie est énorme, elle est stratégique, elle est tactique. En reprenant l'autoroute M5, ils peuvent relier Damas à Alep, les deux grandes villes. Économiquement, c'est plus intéressant que de faire des centaines et des centaines de kilomètres supplémentaires pour prendre des petites routes pour contourner les portions d'autoroute qui étaient sujettes aux obus de ces fameux libérateurs. Donc depuis des mois, l'armée syrienne grignote. Elle grignote par le sud, elle grignote par l'est, un village par-ci, 10 villages par-là, doucement mais sûrement. On en a parlé tout le long. Et de victoire en victoire, ça a commencé à inquiéter les Turcs. Je remercie l'abonné qui m'a envoyé le lien. Vous retrouverez le lien. Alors l'abonné, c'est Chirikou. Le lien, c'est une vidéo d'Alexandre Delval. Un type avec des lunettes, un intello avec des lunettes qui dit des choses intelligentes et je suis content, je dis tout comme lui. Donc ça veut dire que je suis pas loin de la vérité. À savoir qu'en fait, la seule préoccupation d'Erdogan, ben, c'est d'être calife, c'est d'avoir des petits états croupillons comme ça, et c'est d'être sultan, pardon, c'est d'être sultan. C'est d'être le sultan du monde arabe. Il en a rien à... Il s'en moque de la Turquie, on va le dire poliment. Il s'en moque de la Turquie laïque. Il s'en moque. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être sultan. Il est soutenu par les frères musulmans et à l'heure où je te parle, par les USA. À partir du 27 février, Erdogan et ses amis s'aperçoivent que la province va tomber, que leurs amis terroristes ne peuvent pas la garder. Et on voit arriver à ce moment-là l'ineffable Le Drian, vous savez, le salarié des Qataris. Il apparaît au moment où ses amis terroristes sont en difficulté. Il est apparu pour dire toujours pareil, oh, les civils et les réfugiés. Mais qu'est-ce que c'est que cette excuse bidon qu'on ne nous avait jamais sorti jusque-là? Quand on en est à sortir des excuses comme celle-là, c'est que c'est un peu la loose. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que systématiquement, les Syriens et les Russes ouvrent des couloirs pour que les civils s'en aillent. Les civils sont empêchés de partir. Très souvent, les vrais civils. Et tu as vrais civils et tu as les familles des djihadistes et des combattants. Et tu as ces combattants qui sont en civil. Et tout ceci permet justement à l'OTAN et aux larbins comme Le Drian qui a vendu l'armée française au Qatar. Je vous rappelle que la France est contre la Syrie depuis 2011 parce qu'elle est payée par les Saoudiens, hein. C'est une posture politique achetée. On n'a jamais de problème avec la Syrie. T'en connais, toi, des délinquants syriens ici? Des voleurs de taxes carbone syriennes, des voleurs de mobylettes, voilà. Est-ce que tu vois beaucoup de Syriens emmerder la France? Non. Depuis l'affaire libanaise du Drakkar. Et encore, l'affaire du Drakkar, qui occupait qui?
Et donc on voit apparaître le Drian, ah, les civils, quels civils? Alors en même temps, la France bloque, par exemple, et il faut avoir toutes les billes pour comprendre cette tartufferie, ce foutage de gueule auquel participe même la presse. Il faut savoir qu'en même temps, la France refuse de livrer du matériel médical à la Syrie. Donc d'un côté, ils font mine de, si tu veux s'intéresser à la souffrance des civils, parce que bien sûr qu'il y a des civils qui souffrent, c'est évident, mais qui les fait souffrir si ce n'est ces gouvernements qui attaquent la Syrie depuis 2011. Sinon, l'affaire est réglée en 3 semaines. Donc d'un côté, il fait mine de s'intéresser à ces civils, et de l'autre côté, il faut savoir que depuis le départ, c'est eux qui ont foutu le bordel. Et c'est quand même fou de devoir rappeler que c'est des gens qui essaient de détruire un pays et qui provoquent le malheur de ces civils. Parce que si le Drian était intéressé par ces civils, il retirerait ses forces spéciales et ils arrêteraient de faire ce que vient de faire l'OTAN. L'OTAN soutient la Turquie. En fait, on est à une époque où la Syrie est dévastée, où il y a des négociations de paix sans aucun représentant syrien, parce que Poutine aussi est trouble. Je ne fais que le répéter, mais j'ai encore confirmation aujourd'hui que au sein même de son armée, il y a des gens qui commencent à en avoir marre de sa petite politique d'échec et de je te vends des trucs à Erdogan, même si c'est fait finement, hein. Donc là, nous avons, à l'heure où je te parle, Erdogan qui a fait le beau, qui a perdu sa petite guerre, hein. Sur le terrain, il s'est fait démonter. Je m'excuse d'utiliser une expression comme ça, mais quand tu as des milliers de morts, notamment, je ne parle pas de milliers de morts turcs, je parle de milliers de morts en tout. Mais il y a une bonne centaine, voire 150 Turcs au tapis. En une semaine de combat, c'est énorme. Pour la pseudo grosse armée là qu'il avait. Hein, on s'est aperçu qu'en fait, s'il n'a pas les airs, en bas, il se fait démonter. Et ça, on va en parler aussi. Et il se fait démonter à une vitesse hallucinante parce qu'il y a encore de reprise de terrain. Ouais. Enfin, aujourd'hui, ça s'est arrêté. Le cessez-le-feu a eu lieu à minuit, mais jusqu'hier, il y a eu encore, je crois, 3 Turcs blessés, 2 Turcs morts et du terrain de repris, et des villes de repris, et des villages de repris, surtout des villages d'ailleurs. Hein. Quand je dis villes, c'est des petits. Mais on assiste aujourd'hui donc à l'Europe qui se fait menacer par Erdogan, qui la méprise, qui est un frère musulman, qui est un islamiste, l'Europe qui soutient des islamistes qui sont venus mettre des bombes en Europe, l'Europe qui soutient Erdogan, qui est en train d'ouvrir ses frontières pour déstabiliser la Grèce en face. Eh ouais, personne n'en parle de la Grèce. Ben moi j'en parle. La Grèce qui est en train d'appeler à l'aide et Trump qui est en train de dire tout ceci, vous pouvez le retrouver notamment en lisant RT, en lisant OPEX. Hein, tout ceci est frais, hein, vous pouvez, voilà, les sources elles sont là. Et Trump qui soutient, qui demande aux Européens de soutenir Erdogan qui est en train de les insulter. Erdogan qui, en les insultant, leur demande de venir l'aider, puisqu'il s'est aperçu que sur le terrain, ses drones et ses chars, eh ben ça lui sert à rien. Et Poutine qui arrive et qui lui sauve encore la face en proposant un cessez-le-feu. Certes, le cessez-le-feu est habile, puisque c'est une zone, il va y avoir une zone tampon part et d'autre de la M4. Toutes les zones prises par l'armée syrienne jusqu'à aujourd'hui ne seront pas rendues. Et il y aura encore une interdiction de survol. Mais ça sauve Erdogan. Donc Erdogan insulte l'Europe. Trump demande aux Européens de s'entendre avec Erdogan, qui s'en prend à un pays européen, même à deux, Chypre et la Grèce. Les Européens cautionnent son attaque contre la Syrie. C'est une attaque totalement illégale. Hein. Depuis quand un pays, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à certains bonobos là, qui m'écrivent, depuis quand ton pays, qui est sorti de la préhistoire avant-hier, peut envahir un autre pays comme ça? Parce que le peuple syrien l'aurait... mais les excuses que vous sortez, c'est ce que sortait Adolf Hitler quand il a voulu s'emparer des Sudètes. Voilà où on en est. Donc cessez le feu, demandé par Erdogan, qui a perdu sur le terrain. Je vous ai dit quoi il y a une semaine et demie, qui prendra une défaite sur le terrain. Il me racontait, t'es quoi les autres? On a des obusiers, on a des avions. Ouais, mais vous connaissez pas la guerre. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le 27 février? Les Syriens ont pas mal avancé, tellement d'ailleurs qu'ils n'ont pas consolidé certaines lignes. Ça arrive, offensive contre offensive, notamment vers Sarakeib, au milieu de la carte, là où il y a une tache verte, en tout cas bien plus verte que le vert pourri qu'il y a autour qui représente les islamistes. Hein. Alors, dans la province, il y a certes des islamistes, il y a des organisations pseudo-modérées, mais en fait, ils travaillent tous ensemble avec les mêmes munitions. Et tout est imbriqué. Donc, on va les appeler les djihadistes. Hein, parce que de toute manière, dans ce cas de figure-là, c'est toujours les plus extrêmes qui l'emportent au final. C'est-à-dire que les groupes modérés finissent par être absorbés par les groupes extrêmes. Ceux qui suivent, suivent. Ceux qui suivent pas, boum. Donc, autant les appeler directement djihadistes. Mais c'est fou de voir que ces djihadistes. Les USA soutiennent la Turquie et les Kurdes. Turquie qui attaque les Kurdes. A raison d'ailleurs, a raison.
Les Kurdes veulent revenir dans l'armée syrienne. C'est du Jean Racine, les gars. C'est du Jean Racine. Les Kurdes veulent venir dans veulent réintégrer l'armée syrienne, mais négocier avec les Américains qui, eux, laissent les Turcs leur taper dessus. La France soutient la Turquie qui lui crache dessus et qui attaque la Grèce qui demande de l'aide à ses alliés européens qui s'en foutent. Et Trump vient te dire il faut soutenir Erdogan. Parce que voilà, Erdogan c'est l'adolescent en ce moment qui a la garde d'Erdogan, de Glanglan. C'est Poutine a repris la garde pour ce week-end de l'adolescent voyou. Voilà, un jour c'est Trump, un jour c'est Erdogan. Erdogan donc a perdu. Le 27 février il a menacé, il a tenté pas mal de coups de bluff. Et pour te la faire simple, à plusieurs reprises, il a fait des dégâts lui aussi, hein. Il y a quelques centaines de Syriens morts. Mais quand tu vois l'état de l'armée syrienne, tu t'aperçois que les Syriens ont bien tenu le choc et ont gagné. Puisqu'ils ont pris du terrain, ils ont reculé à un moment certes, mais ils ont repris. Je te prends juste un exemple. La ville de Sarakeb, qui est la jonction entre les deux autoroutes, elle a été prise une première fois. Elle n'a pas été consolidée parce qu'il y avait des avancées. D'un coup, Erdogan lance ses hommes, 7000 hommes turcs du matos turc. Il lance l'armée turque, hein. En face, tu avais l'armée turque. Contre-offensive. Cette espèce de neuneu, tout le monde a compris qu'il fallait pas le faire. Il s'est focalisé sur Nareb et Sarakeb. Pendant ce temps, dans le sud, les Syriens avançaient. Et dans le nord, ils ont dû reculer. Ils ont perdu la ville de Sarakeb. Il y a 3-4 jours. Il y a 4 jours. Erdogan pensait que sa contre-offensive suffirait. Et en finale, sa contre-offensive s'est enlisée. Il a pris des frappes russes. Officiellement, c'est des frappes syriennes qui ont fait plus de 50 morts dans les rangs de son armée. Il a vu ses postes de bombardement, certains d'entre eux bombardés. Il a vu ses troupes et les troupes qu'il soutient, des vagues entières d'assaut se faire refouler avec des centaines de morts. Il y a plus de 6000 militants morts. Officiellement, depuis le début février, il y a plus de 6000 militants morts. On a assisté à des grosses offensives. Et la ville de Sarakeb a été reprise comment? Ben, c'est très simple, elle a été reprise en une nuit par le Hezbollah. Comme je vous l'avais dit, le Hezbollah s'implique, puisque depuis quelques jours, c'est le Hezbollah qui mène l'offensive syrienne pour nettoyer les villes. En une nuit, le Hezbollah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens comptaient sur les Russes pour au moins ne pas avoir de F-16 au-dessus d'eux, parce que c'est ça la clé, c'est la troisième dimension. Les Russes avaient négocié avec les Turcs, quoi, tu peux envoyer des drones, et les Syriens se sont fait surprendre avec des drones armés qui leur ont infligé de lourds dégâts. Donc, ils se sont dit, le temps que... Oui, c'est Poutine qui dirige la Syrie et Bachar el-Assad est obligé de s'exécuter. Par exemple, là, il vient de signer un cessez-le-feu alors que les Syriens ne veulent pas cesser le feu. Ils veulent finir de libérer leur territoire et ils n'ont pas peur de la Turquie, puisque sur le terrain, ils viennent de les battre. Donc, le temps d'arranger cette histoire de drone, de lui dire, oh, attends, leurs drones, là, ils nous ont... Nous, on n'a pas de drone, leurs drones nous ont fracassé 6 chars, d'un coup, là, en quelques secondes. Tu nous aides ou tu nous aides pas? Le temps de lui dire ça, ils ont arrêté les déplacements de jour. Une nuit, ils ont fait rentrer les militants du Hezbollah. Les militants du Hezbollah, enfin, c'est même pas des militants, c'est les soldats du Hezbollah, ont des lunettes à visée nocturne, ont du matériel et ils ont surtout l'expérience du nettoyage des villes. En une nuit, ils ont viré les Turcs tout au fusil de précision et tout à l'embuscade. Et là, donc, Erdogan, en reperdant du terrain, malgré qu'il ait mis le paquet, a commencé à s'affoler. Il commence à demander de l'aide. Il sait qu'il ne peut pas gagner la guerre s'il n'a pas l'utilisation de ses avions. Parce qu'avec ces F-16, ça changerait du tout au tout. Mais enfin bon, les Syriens, ils ont 20 MiG-29. Ils utilisent des avions. Vous savez que les avions syriens qui tombent, c'est des Sukhoi 22 et 24. C'est des avions d'attaque au sol. C'est pas des avions de chasse. Même moi, avec un VTT, je te les chope. En avion de chasse, ils ont des MiG-21 des années 60. Avec l'avionique des années 70 ou 80, mais pas plus. Ils ont des MiG-23 des années 70 et ils ont quelques MiG-29 qui sont des avions de pilote qui supposent de très bons pilotes pour être pilotés, pardon. Et MiG-29 qui sont très très bons au combat au pré, en dogfight, mais avec un F-16 qui va te tirer dessus et qui sera à 50 km que tu ne verras pas, tu peux rien faire. Donc c'est facile pour Erdogan de faire le malin, il te sort ses obusiers, là il est en train de sortir des chars léopards. Est-ce que c'est les mêmes chars léopards qui se sont enfoncés à Jarablus
où il a dû payer les djihadistes pour qu'ils puissent dégager ses chars. Il avait perdu je ne sais combien de chars. J'ai pas bien compris le coup des chars léopards. Ça va nous faire rigoler encore un peu. Les obusiers, c'est pareil. Les lance-roquettes multiples. En face, les Syriens, ils n'ont pas de matos. Ils ont une armée fatiguée. Va voir un petit peu. Les trois quarts de leur armée, ils n'ont pas de casque. Ils doivent avoir 3 divisions d'élite. Donc oui, Glanglan est un gros lâche. Et il pensait passer. Il n'est pas passé. Parce qu'il y a l'implication du Hezbollah. Parce que ce dirigeant est d'une stupidité lénifiante. Il a ouvert 7 fronts. Il vient d'ouvrir un front avec le Hezbollah et les Iraniens en allant les bombarder. Voilà, il a fait 9 morts iraniens d'un côté, 3 morts, non, 9 Hezbollah d'un côté, 3 morts de l'autre. Depuis, ils lui ont dit, écoute, ben on va s'impliquer maintenant et on va commencer à vous défoncer la gueule. C'est ce qu'ils ont fait à Sarakaib et les Iraniens derrière. Donc la situation, elle est simple et il l'a compris. En tout cas, hier, il a semblé la comprendre. Les Russes ne tolèrent aucun avion. Les drones, il n'y en a plus. Tu te démerdes. Si tu veux faire la bagarre, tu la fais au sol. Donc ça égalise déjà le truc. Au sol, il s'est fait déboîter, hein. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis. Vous prenez n'importe quel journal, même en Turquie, ils le disent, qu'il s'est fait déboîter. Il s'est fait déboîter, j'utilise ce terme. Oui, déboîter. C'est pas genre, ah oui, match nul. Ils se sont fait déboîter, lui et son armée de Tarkan, par des vieux barbus du Hezbollah qui sont arrivés tout au couteau de survie la nuit. Ils te les ont vidés. En une nuit, ils t'ont vidé la ville. Les gars se sont enfuis. Et ils sont tombés sur des. Voilà. De ce que vous voyez sur la carte, de gauche, pas de droite, hein. J'ai pas pu trouver de carte équivalente. Voilà. Et il y en a une qui est beaucoup plus résolue, plus grande que l'autre. Mais regarde bien. Et puis tu peux aller sur South Front, tu prends les cartes d'il y a un an, les cartes d'il y a 6 mois, tu verras que Idlib était un tiers plus grosse. Et voilà, et donc tu as les axes, hein. L'axe qui part de l'est et qui va vers le sud-ouest, qui part d'Alep et qui vise à arriver sur Idlib en nettoyant le nord. L'axe central de Sarakeb, qui va vers Idlib, et l'axe qui part de la tache violette dans le sud. Attends, on va te faire ça à la one again bien. Comme ça, voilà, pas d'erreur. Hop, voilà, moi je te parle de cette carte. Après, il y aura le bleu, hein, parce que bien évidemment, les Syriens veulent tout récupérer. Le bleu, tout, les Turcs, vous dégagez. C'est ce qu'ils veulent, et voilà. Donc on en est là, et donc cessez le feu. Cessez-le-feu, nouvelle implication de l'Iran qui pourra fournir des troupes si Erdogan n'utilise pas. La clé, elle est simple. La clé de cette guerre qui est déjà perdue, c'est la 3D. Si Erdogan peut utiliser ses 200 F-16 et avoir le soutien de l'OTAN comme il l'a en munitions, il va être très dur à empêcher. S'il n'a pas le soutien aérien, en bas au sol, il fera rien. Parce que le Hezbollah et les Iraniens sont déterminés à l'affronter, les Syriens aussi, et les Russes sont un peu poussés. Enfin, les Russes, beaucoup de Russes comprennent pas aussi la politique de Poutine. Et c'est en cela, moi, que je me méfie encore de Poutine, et je pense que Poutine, c'est juste qu'un fourbe qui est en plein conflit d'intérêts. D'un côté, il veut faire passer des pipelines comme South Stream, et négocier et collaborer avec la Turquie. Il, il veut vendre des armes, il veut avoir l'ouverture du Bosphore, mais totale. Il veut avoir tout un tas d'avantages, donc il fait du business avec un des belligérants. Et de l'autre côté, il est censé aider le pays hôte, qui n'aide pas puisqu'il décide pour lui. Qui n'aide pas puisqu'il a laissé passer des drones. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Qui n'aide pas. Là, il reçoit Erdogan et il lui donne un cessez-le-feu. Moi, j'aurais pas imposé de cessez-le-feu. J'aurais imposé un ultimatum. Vous faites sortir l'armée turque et vous laissez faire pour le reste. Donc même en Russie, on est en train de lui poser des questions, et notamment, et c'est quoi cette histoire d'anti-aérien? Comment se fait-il que c'est les Russes qui dirigent la défense anti-aérienne, en tout cas les S-300 syriens? Les Syriens ont des S-300. Pourquoi ils s'en servent pas? Alors vous allez me dire, ils s'en sont servis là contre des missiles israéliens. Mais c'est pas les S-300 là qui interviennent. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez dégueulasses et qui montrent que quand tu es faible, quand tu es un pays faible, ben, tout le monde te méprise. Là, c'est la Turquie, là, c'est Poutine qui dirige à ta place parce que Bachar al-Assad ne veut pas de cesser le feu. Mais il peut pas le dire. C'était le bon moment. Quant à Erdogan, ben, il est apparu pour ce qu'il est, hein. Il est apparu tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un bouffon, c'est un voyou, c'est un bluffeur. Entre la centaine de morts, plus d'une centaine de morts là, et les morts en Libye, c'est sa population et sa propre armée là qui commence à lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire. On ne comprend pas ce que tu fais en Syrie et en Libye. Ça n'apporte rien à la Turquie.
ça ne fait que causer des problèmes aux Turcs. Ce qui est vrai. Parce que petit à petit, leurs acheteurs arabes, les pays arabes autour, là, commencent à en avoir marre de l'attitude dominante d'un sultan qui travaille pour l'OTAN et qui essaye de se vendre de temps en temps, pour un peu plus cher, aux Russes. Donc, les glanglans, les soutiens de glanglans, là, moi je vais vous passer une vidéo. Alors je vous demande un instant, je vais vous passer une vidéo, les soutiens de glanglans. Moi j'ai toujours dit qu'en Turquie, il n'y avait pas que vous. La Turquie, c'est une pluralité de gens, c'est une pluralité d'opinions. Tu as des laïcs, tu as des musulmans normaux, et tu as vous là un mélange de nationalisme et de fanatisme. Je vous avais dit qu'il allait la perdre la guerre, ok? Je vous avais dit que même en Turquie, les gens se posaient des questions. Ben écoutez, je vous demande un instant, on va essayer de. Et ça me fait plaisir de voir ça. Je vais t'expliquer pourquoi ça me fait. Ah, ça, attends, ce calme. Je vais t'expliquer pourquoi ça me fait plaisir. Parce que. On va essayer déjà de vous mettre les images. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non pas qu'ils se tapent dessus, c'est pas ça qui m'intéresse. Voir des darons qui se tapent dessus. On se croirait au Parlement ukrainien. Ce que j'aime bien dans ce genre de situation, c'est que tu en as toujours un, tu sais, qui passe par l'extérieur et qui arrive par derrière et qui te met une droite, qui met une droite sur quelqu'un. Il n'est pas venu se battre, non, il veut juste lui mettre une droite, voilà. Donc là, c'est une bagarre au Parlement turc avec les députés de l'opposition et avec beaucoup de gens qui sont en train de demander au parti d'Erdogan qu'est-ce que vous êtes en train de faire en Syrie. Ça me fait plaisir. Ça montre que, voilà, t'en as toujours un qui arrive, l'autre il met des droites. Il n'y a pas des femmes qui se battent aussi. Des fois, dans certains parlements, t'as des nanas aussi qui se battent. Voilà. Ouais, donc ça part de tous les côtés, hein. La palette technique. Regarde, gars à droite là, Pépé. Non, mais calme-toi, Pépé. On va prendre tes gouttes. Bon, c'est pas que le fait de les voir se battre qui me plaît. C'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui contestent qui sont turcs et qui contestent la politique turque d'Erdogan. Et moi, je m'en prends à Erdogan et à certaines de ses groupies qui trouvent normal d'occuper des pays plus faibles qu'eux militairement. Ça, c'est un comportement de voyous qui joue les musulmans alors que c'est eux les voyous de l'islam. Et je suis content de voir qu'Erdogan se plante. Et au sein même de sa population, au sein même de l'opposition, par exemple, c'est la ville d'Istanbul. C'est des élus, voilà, c'est pas là, tu as des députés, mais tu as une opposition solide, c'est pas une opposition à 2%, c'est une opposition qui gagne des élections et a fortiori qui a pris la mairie d'Istanbul. Donc ça représente quand même un pan de la Turquie. C'est pas trois bouseux d'Anatolie, et je m'excuse si tu viens d'Anatolie, c'est pas trois bouseux d'Anatolie, là, c'est l'ensemble de la Turquie dans toutes ses composantes, et ça montre que les Turcs ne comprennent pas. D'ailleurs, Bachar al-Assad l'a finement compris, l'a intégré, l'a finement intégré, puisque hier il s'est adressé au peuple turc en disant qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes, qu'il y avait beaucoup de relations, et que le problème c'était Erdogan qui attaque son pays, et lui, il est obligé de se défendre, mais qu'il est prêt à restaurer les relations avec la Turquie et à discuter avec les Turcs si ce problème était levé. Il veut juste ne pas être attaqué. Je veux dire, Bachar al-Assad, on ne peut plus modéré sur ce coup-là. Contrairement à Le Drian qui se fait acheter par Le Drian, voilà, tous les 3 mois, tu ouvres une boîte, t'as Le Drian qui apparaît. Les civils à Idlib, une catastrophe élémentaire, alimentaire, humanitaire, je sais même plus. Voilà, et le week-end d'après, il est au Qatar avec sa femme. On se croirait dans les années 70, dans un Jean-Paul Belmondo, tu sais. Voilà. Donc voilà un petit peu hein, ce qui s'est passé. J'ai attendu hier, comment ça s'appelle, d'avoir un petit peu des résultats du cessez-le-feu. Erdogan passe pour un bluffeur, je te disais tout à l'heure, passe pour un type impuissant qui s'agite et qui sert à rien. Il n'y a que les Européens qui ne l'ont pas compris et c'est fou de voir à quel point l'Europe est dominée. Trump vient de demander aux Européens, entendez-vous avec Erdogan. Erdogan qui les menace, qui les insulte et qui renvoie des réfugiés vers la Grèce. Erdogan qui a provoqué le bordel là-bas et il faut le soutenir. Enfin, il l'a provoqué. Eh ouais, vous êtes les groupies turcs, là, les pseudo-musulmans, là, vous êtes les amis de Trump qui détruit des pays. Mais quand c'est vous, là, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que tous les Turcs font bloc autour d'Erdogan? Tu vas me dire que ce gars-là est un fin stratège? Mais c'est un secpa, le gars. Je veux dire, de tous les chefs d'État, je crois que ce type est en train de devenir un secpa. Je sais pas, je comprends pas. Maintenant, s'il persiste, là, il vient carrément de passer pour un gland. Il a voulu faire le b-boy, il a pris une fessée, juste les Syriens au sol, lui ont mis une fessée, hein, parce que c'est tous les jours. Écoute, c'est simple, c'est entre 100 et 200 morts, du matos à gogo qu'il a perdu.
6000 djihadistes, etc., etc., etc. Tiens, mais t'en veux, mais moi je peux t'en mettre, moi, de la vidéo, de la belle vidéo de frappe, par exemple. Enfin, quoique je vais la garder pour une prochaine. Des frappes à gogo qui ont détruit l'infrastructure. Des hommes qui prétendaient reprendre Sarakeb, qui prétendaient reprendre Idlib. Il a pris une défaite, il a honte. Même dans son parti, là, ils sont en train de se poser des questions. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand même, on passe pour des cons. Parce qu'à la fin, à la fin, il va se retrouver tout seul. Alors, faites-vous une idée. C'était une petite revue de presse rapidement, parce que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un cessez-le-feu qui est assez significatif pour nous permettre d'en tirer des leçons. Et puis voilà, donc petite revue de presse rapide, parce que j'avais annoncé quand même certains trucs, comme comme sa tentative avortée qui ne marcherait pas. Hein, on a pu le constater. Et puis moi, j'annonce que le cessez-le-feu ne tiendra pas dans les mois qui viennent. Et il y aura une plus grande implication des Syriens, des Iraniens et des Hezbollah. Et si les Syriens avaient des avions et une vraie défense antiaérienne, ils n'auraient pas besoin des Russes. Voilà, parce que apparemment, voilà. Mais bon, pas tous les Russes, mais Poutine, parce que les Russes aussi demandent à Poutine de réagir fortement, parce que les Russes ont eu quelques morts, ont eu quelques, en lui disant, mais tu fais quoi avec ce type? Non, lui, le gars, il essaye de le ménager. Il vient de lui proposer une porte de sortie. Donc, vous vous faites une idée. Commentaire préapprouvé. Alors, pour mes patrons, Patreon, je profite de la vidéo pour communiquer. J'ai mis une belle vidéo avec que des vidéos d'ailleurs de MMA expliquées. Apparemment, il y a un blocage. Donc, je vais reprendre, je vais reprendre tout ça. Et puis, je vais essayer de faire un montage, un nouveau montage. C'est dommage, le texte était sympa sur une vidéo MMA, donc un nouveau montage, et j'essaierai de vous la poser cette nuit. Quoi qu'il en soit, sur Patreon, ce week-end, vous avez au moins 2 vidéos qui arrivent, parce que là, il y a un petit retard. Mais là, il fallait absolument que je marque le coup, et que je vous parle un petit peu de ce cessez-le-feu qui a été décidé hier, et qui va pas tenir longtemps, longtemps, et vivement que les Iraniens et les Hezbollah s'impliquent, parce qu'on a vu que l'armée turque, bah, c'était l'armée à Tarkan. Voilà, ils écoutaient de la musique, et ils faisaient des photos Facebook pour leurs copines, où ils écrivaient à leur maman. Mais voilà, dès qu'il s'agit de faire le feu, dès qu'il s'agit de faire le feu sans technologie, il n'y a plus personne. Ah, c'est facile, je te lance des missiles de l'espace de très loin à la Star Trek. Mais dès qu'il faut prendre un fusil ou il faut monter dans le char, ça chiale, parce que ça commence à chialer. Hein. Et dernière chose, je l'ai lu à droite à gauche, il y a encore 2 semaines, il y a encore une semaine, la police militaire turque rapatriait des Turcs qui venaient de déserter. Parce que sous l'effet du combat, et c'était la première fois qu'ils allaient au combat, ils se sont mis à baliser. Alors rigolez pas, ça arrive. Hein. Là, c'est la panique. Hein. Même la vieille garde de Napoléon, enfin peut-être pas la vieille garde, mais même des troupes de Napoléon ont connu ça. La panique qui gagne les rangs et qui arrive comme ça, comme une onde de choc. Et les types se mettent à se déballonner, le corps ne suit pas. Donc c'est des types qui se sont enfuis et c'est la police militaire russe qui leur a sauvé la mise en faisant en sorte de les protéger et de les ramener côté turc. Et ces types désertaient. Donc, quand on parle de guerre, la guerre, c'est pas seulement aller voir le nombre d'avions et le nombre de chars et d'obusiers de chacun. C'est aussi voir les conditions du terrain et puis voir aussi l'expérience. D'un côté, tu as des gens qui se battent depuis 9 ans dans des combats urbains, dans des combats pour reprendre des collines pelées et dans toutes sortes de combats d'ailleurs, de sales, hein, bien sales, et qui maintenant pour eux, bon bah voilà, tu vois, le gars il pourrait s'asseoir sur un mort comme tu t'assois sur un canapé et prendre son café, il a l'habitude. Et de l'autre côté, tu as des gens qui arrivent d'un pays relativement riche qui arrivent d'un mode de vie relativement plus pro-européen. Je veux dire, quand tu vois les soldats turcs, avec leur téléphone portable, leur Facebook, tout ça, voilà, tu vois, ils font plus européens que mecs qui au fin fond de la montagne là-bas. Ils arrivent, ils font les beaux avec leurs chars, leurs gros avions, et dès que ça commence à péter sérieux, et là, ils se disent, merde, c'est ça la guerre. Ah, mais c'est pas comme dans les films. Et là, ils se déballonnent. Allez, à la revoyure. Et puis, n'hésitez pas à poser un post, si vous le souhaitez, pour commenter la situation. Hein, on reste dans le sujet. Le post étant prêt à prouver, il passera. Si vous avez envie de pousser, poussez. Et je vous remercie. À plus.